Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première édition de la soirée de formation des éco-CMDP SF du Québec, organisée par l'éco-CMDP SF des Laurentides. Je me nomme Kevin Aymon. Je suis médecin de famille travaillant à l'urgence de l'hôpital de Sainte-Agathe, cofondateur de l'éco-CMDP SF des Laurentides, et je serai avec plaisir votre modérateur pour cette soirée. Donc, deux petites mentions là, pour nous avoir aidé à l'organisation de cette soirée, le RASDQ. Le Réseau d'action pour la santé durable du Québec est un projet d'association de l'Association pour la santé publique du Québec, regroupant plus d'une trentaine d'organisations du secteur de la santé, représentant plus de 200 000 travailleurs et étudiants. Le RASDQ vise à augmenter les connaissances et amplifier les actions en lutte et adaptation au changement climatique dans le secteur de la santé québécois. Je vous invite à visiter leur plateforme Phare Climat Santé afin de découvrir diverses initiatives inspirantes et vous abonner à leur infolettre pour être tenu au courant de leurs activités. Je voudrais également mentionner la communauté de pratique des éco-CMDP SF de l'ACME, qui arbore un nouveau nom qu'ils annoncent aujourd'hui, Propulsion Éco-Soins, et maintenant financée par le Plan pour une économie verte 2030 via l'INSPQ et par ailleurs par la Fondation familiale Trottier. Elle réunit en fait tous et toutes les professionnels de la santé qui se mobilisent dans le réseau de la santé et des services sociaux et désire faire en sorte que leur milieu de pratique devienne plus écologique et se décarbone. Pour vous joindre à nous, n'hésitez pas à écrire à la responsable de l'ACME et coordonnatrice de la communauté de pratique, Patricia Clermont, au patricia à commercial cape.ca. Donc, c'est une première édition aujourd'hui. L'objectif de la formation, en fait, c'est de regrouper les différents intervenants du réseau et de partager les connaissances sur les bons coups et afin d'amener notre système de santé à être plus éco-responsable. Donc, le fonctionnement pour ce soir, la formation est accréditée pour 1,5 heures de crédit de catégorie A. Ça va être important de remplir le formulaire de présence pour avoir vos crédits. Vous avez le code QR à l'écran ici que vous pouvez scanner et vous inscrire. Et à la fin de la formation, là, je vais vous mettre un lien pour aller remplir l'évaluation qui est importante à remplir afin d'avoir vos crédits. Pour ce qui est des questions, les questions vont être prises par écrit là, dans la section Q&A et je poserai les questions à nos présentateurs à ce moment-là. Donc, sans plus t'attendre, je vais vous présenter notre premier présentateur. Donc, il s'agit du docteur Simon Berthelot. Le docteur Simon Berthelot est spécialiste et chercheur en médecine d'urgence au CHUL du CHU de Québec à l'Université de Laval depuis 2008. Il est professeur clinicien agréé à la Faculté de médecine de l'Université Laval depuis 2015. Par ses travaux de recherche, il s'intéresse à l'efficience clinique, économique et environnementale des soins de santé. Il applique des méthodes d'estimation du coût en fonction de la durée des soins et d'analyse du cycle de vie. Ces projets visent à réduire la surutilisation des ressources en santé et à développer de nouveaux parcours de soins plus efficients pour les patientes et les patients des urgences et de la première ligne. À vous, Dr Berthelot. Bonne écoute. Merci beaucoup, Dr. Raymond. Merci aux responsables des éco-CMDP de m'avoir invité. C'est tout un honneur que d'introduire ou de débuter avec le premier présentateur dans ces soirées de formation. Je suis vraiment honoré, très content d'être ici ce soir. Merci de l'invitation. Alors, l'équipement de protection individuelle, l'équipement de protection, est-ce que c'est pour protéger aujourd'hui avec un certain prix pour demain? On va réfléchir là-dessus ensemble dans les 20 prochaines minutes. Euh, Mes conflits d'intérêts sont les suivants. Bon, j'ai aucun conflit d'intérêt direct lié à la présentation de ce soir. Je reçois des subventions pour ma recherche des organisations qui sont à l'écran. J'ai fait de la recherche il y a 2 ans avec Meridian Bioscience pour tester un appareil de dépistage rapide de différentes infections à l'urgence, mais de ces travaux-là, il n'en sera pas question ce soir dans la présentation. Cette photo me fascine. Euh, je suis tombé là-dessus au début de la pandémie. C'était une photo d'agriculteurs qui remontait à la pandémie de grippe aviaire de 1919, où les agriculteurs portaient des masques dans les champs pour éviter de se contaminer. Et la réflexion qui vient avec cette photo, c'est de dire comment et à quel moment, suite à quelle réflexion, les gens ont jugé moins opportun de porter des masques. À partir de quand on s'est dit, ben là, les masques, laissons faire. Et là, on est dans les champs. Je réfléchis dans le système de santé. J'ignore ce qui s'est passé dans le système de santé à l'époque. Mais je présume que le même genre de réflexion a dû jaillir. Et je pense qu'on est mûr aussi, suite à la COVID, à la pandémie de COVID-19, de réfléchir également à cette question pour nous.
professionnels de la santé qui sommes invités toujours à porter l'équipement de protection individuelle avec nos contacts, avec les patients potentiels COVID. Les objectifs pour moi ce soir, ce sera un, d'évaluer l'efficacité, les coûts, l'empreinte écologique de l'équipement de protection individuelle, plus spécifiquement à l'urgence, mais il y aura de l'inférence qui pourra se faire à différents départements, bien sûr. Et deux, de comparer l'empreinte écologique de la blouse à usage unique à la blouse réutilisable et des lunettes jetées, lunettes nettoyées, la visière. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Première diapositive hyper importante. Ce soir, je ne suis pas en train de vous convaincre de faire la dissidence. Je ne vous invite pas à aller sur le pont Jean-Cartier pendant le trafic, à bloquer la circulation. Je ne vous invite pas à ne pas porter votre équipement de protection individuelle parce que il y a des obligations qui sont soit liées à la CNESST ou à nos collèges respectifs qui sont de suivre leurs recommandations. Et ces recommandations-là n'ont pas tant changé, hein, parce que, et là, bon, je n'ai pas vérifié récemment, mais ça monte à décembre dernier lorsque j'ai fait une présentation sur le sujet. Moi, dans mon établissement, lorsqu'on rencontre un patient potentiellement infecté par la COVID, il est toujours recommandé de porter ce qu'on a appelé au départ l'équipement de protection individuelle renforcé, qui est composé du N95, la blouse imperméable, les gants nitrile long, la protection oculaire. L'OMS, le CDC, ça ne diverge pas tellement, sauf peut-être pour l'OMS où le masque de procédure pour les soins de routine est recommandé ou accepté. Pour tout ce qui est intervention qui génère des aérosols, le N95 sera également le masque de prédilection, même pour l'OMS. Donc, ces recommandations-là tiennent toujours. Vous les suivez peut-être pas. Maintenant, c'est à vous de décider avec votre propre éthique, déontologie, ce que vous devez faire avec ça. Mais ma présentation n'est pas pour vous suggérer de ne pas suivre ces recommandations-là. C'était important pour moi de faire cette affirmation-là au départ. Je vous invite à utiliser le paradigme de l'éco-efficience pour analyser l'équipement de protection individuelle et ça comporte, il y a trois dimensions à ce paradigme-là que j'utilise dans ma recherche. Un, on va se poser la question, est-ce que l'équipement de protection est efficace? Est-ce que ça protège le personnel de la santé en particulier dans le cas de la présentation d'aujourd'hui? Quel est le coût de cette intervention-là et quel est l'impact environnemental de notre décision de se protéger avec l'équipement? Alors, le but d'être, quand on veut être éco-efficient, on va chercher à avoir une intervention efficace au moindre coût et au moindre impact environnemental. Parlons d'abord d'efficacité. Avec des étudiants, des étudiantes dont les deux principales sont à l'écran, Juliette Gagnon, Myriam Naïmi, que je remercie pour le travail acharné qu'elles ont fait, on a mené une revue systématique de la littérature pour vérifier. La principale question était, est-ce que l'EPI protège le personnel de la santé contre la transmission de la COVID-19? On s'est concentré sur la COVID-19 parce qu'il y avait précédemment eu des études sur les autres coronavirus et autres types de virus type MERS et autres. On s'est concentré sur la COVID-19 et on a révisé un pan incroyable de la littérature disponible. Et là, je vous présente le diagramme de flow principalement et je l'ai coupé pour simplement vous montrer la deuxième boîte. C'est les record screens, c'est-à-dire le nombre d'articles qu'on a eu, d'abstracts qu'on a eu à réviser était de 18 752. Donc, une littérature très dense. On en a lu au total 423 au complet. Alors, c'est pour vous dire que ça a été une lourde revue systématique avec une armée d'étudiants, de professionnels de recherche que nous avons menée. Tout ça pour mener au final, très peu d'articles, malgré tout, qui correspondaient à nos critères d'inclusion. Et là, on a divisé la revue systématique en plusieurs branches. Celle que je vous présente ce soir, c'est celle qui nous permet de dire l'équipement de protection individuelle dans son entièreté, c'est ce que je vous ai présenté avec le tableau, c'est-à-dire une protection respiratoire, masque ou N95, une blouse, des gants et la visière ou la protection oculaire. Est-ce que ça protège? Donc, dans son entièreté, on l'a comparé ça à ou bien un épi partiel ou une absence d'épi. On a trouvé seulement 8 articles qui nous permettaient d'évaluer l'épi dans son entièreté. Je vous présente le forest plot qu'on appelle. Il y a deux articles qui ont séparé les interventions qui génèrent des aérosols et de celles qui n'en génèrent pas. Mais bon, vous voyez à cette étape-ci, la ligne du centre du forest plot, c'est le 1 dans les odds ratio. Ça veut dire que quand l'intervalle de confiance croise le 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. À gauche de la barre, c'est que l'équipement de protection individuelle protège le professionnel de la santé
par rapport à la COVID-19. Et il y a 4 études qui étaient statistiquement significatives. Et l'ensemble des autres études montraient une tendance significative vers une protection, bien que leur intervalle de confiance croisait la ligne du 1. Donc, potentiellement efficace, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est le prochain tableau. On a aussi évalué la qualité et le risque de biais de ces études-là, et tout invariablement était soit à risque critique ou sérieux de biais, principalement parce qu'on n'ajustait pas pour des confondants importants tels que, par exemple, est-ce que le professionnel de la santé aurait pu être infecté par quelqu'un à la maison? Ou est-ce qu'on a ajusté en fonction de la comorbidité des professionnels de la santé? Alors, il y a plusieurs entorses importantes méthodologiques, des études de base, qui mènent à dire qu'on a une littérature de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, mais avec une tendance malgré tout qui tend à dire que ça protège de la transmission de la COVID. Maintenant, est-ce que maintenant, y a-t-il une raison de se protéger de la COVID-19? Parce que initialement, nous étions tous naïfs par rapport à ce virus-là. On a ou bien attrapé la COVID-19, ou bien été vacciné, ou bien les deux, plusieurs fois. Est-ce que le risque est le même? Le risque de mortalité, entre autres. J'ai sorti ce tableau-là hier de l'INSPQ hier soir. Ça montre les différentes phases depuis 2023 des résurgences de COVID-19 et de la mortalité plus spécifiquement. Et on voit que la mortalité descend progressivement. Ça devient un virus qui est de plus en plus bénin pour la majorité des personnes qui l'attrapent, tellement que depuis janvier au Québec, on a comptabilisé à peu près 230 décès liés à la COVID-19 depuis janvier 2025. Et j'ai voulu comparer à l'influenza, mais je n'ai pas trouvé de statistiques récentes. Mais partout au Canada, en 6 mois, il y a eu, entre août et février, il y a eu 1500 décès liés à l'influenza. Difficile à rapporter au Québec, mais ça me donne un ordre de grandeur. Donc, un risque lié à la mortalité qui est de plus en plus bénin pour les individus et le professionnel de la santé également. Le deuxième risque, souvent qui est mentionné, c'est évidemment la COVID longue, les complications à plus long terme. Les statistiques nous disent qu'il y aurait 14,8 % des gens qui développent ou qui font la COVID longue suivant un épisode de COVID-19. Et principalement, les principaux symptômes qu'on rencontre, la COVID longue, c'est ceux qui continuent à avoir des symptômes passés 3 mois suite à un épisode de COVID. Les principaux symptômes sont la fatigue, les troubles d'humeur, les problèmes cognitifs et oui, la toux, un peu d'essoufflement, mais les principaux symptômes sont fatigue, troubles cognitifs. La durée médiane, après 6 mois et demi, 50% des gens n'ont plus la COVID longue. Donc, une tendance vers un an à ce que la COVID longue disparaisse complètement. On sait que la vaccination protège. Quelqu'un qui est immunisé va avoir moins de risque de faire aussi la COVID longue. Maintenant, à savoir, est-ce que l'épi protège de développer la COVID longue? Notre revue systématique ne nous a pas permis d'identifier aucune littérature à ce sujet. Mais par simple logique, si la COVID-19 protège, pardon, si l'épi protège la COVID-19, on peut présumer que ça protège conséquemment de ses conséquences, dont la COVID longue. Bon, la COVID longue est un sujet très, très sensible. Ceux qui l'ont réagissent très fortement. Il faut savoir quand même qu'une très forte proportion de gens retournent à leurs activités régulières, même avant la fin de leurs symptômes. Ils sont fonctionnels. Il faut savoir également que quand on regarde chez les enfants, je fais partie d'un réseau de surveillance des infections respiratoires chez les enfants, on a évalué si la COVID longue était un élément significatif chez les enfants. Moins de 1% font la COVID longue. Et si on compare à ceux qui font des symptômes chroniques suivant l'influenza, 0,9% des gens, des enfants qui ont la COVID-19 vont faire la COVID longue versus 0,6% des enfants qui ont l'influenza. Donc, une différence très légère. Bref, la COVID longue est-elle un élément qui devrait rentrer dans notre considération de porter ou non l'épi? Moins certain, mais avec l'immunisation, il est peu probable que ça ait un impact si important, l'épi, sur le développement de la COVID longue. Je parle rapidement d'une étude parce que si vous regardez les différentes pièces séparément, ils vont vous montrer un peu la tendance que je vous ai montrée dans le Forest Plot. Enfin, toutes les pièces d'équipement ont une tendance pour démontrer une efficacité par rapport à la protection par rapport à la COVID-19. Mais il y a un chercheur de Toronto, Loeb, qui a fait une étude qui comparait, en début de pandémie, qui comparait le masque de procédure au masque N95. Euh, Ce qui est intéressant, il l'a fait chez les professionnels de la santé. Il a randomisé les gens au masque chirurgical versus le masque N95 pour les soins de routine, pas les IMGA, seulement les soins de routine. Il regardait
le risque de développer la COVID sur 10 mois. Vous remarquerez, par exemple, la ligne pointillée encore ici dans le forest plot que vous voyez, c'est non significatif entre le N95 et le masque de procédure. À droite, ça favorise le N95 et à gauche, c'est le masque de procédure. Le Canada a recruté 200 quelques patients, mais rapidement, la majorité des professionnels de santé étaient vaccinés. Et un des critères d'inclusion, c'est de ne pas être vacciné, de ne pas avoir fait la COVID. Et le chercheur a dû chercher d'autres pays pour participer. On s'est ramassé en Israël, au Pakistan, en Égypte. Et l'Égypte en particulier, l'étude a été menée vers la période d'Omicron. Euh, et la majorité des gens, quand on vérifiait là, ils avaient été exposés à la COVID, 80% étaient séropositifs, autrement dit, avaient déjà été exposés à la COVID. Et vous regarderez l'Égypte, aucune différence, absolument aucune entre le N95 et le masque de procédure. Bref, l'idée, c'est qu'encore une fois, l'immunisation fait en sorte qu'on n'a peut-être pas besoin de la même protection qu'au début de la pandémie. C'était sur l'efficacité. Je vous parle maintenant rapidement de l'impact économique. Vous avez peut-être lu le rapport de la vérificatrice générale, un rapport désarçonnant, qui disait qu'entre janvier 2020 et juillet 2021, il y avait 3 milliards de dollars en épis qui avaient été dépensés au Québec. Vous vous rappelez, c'était la course folle. La vérificatrice générale a évalué que précisément parce que c'était la course folle, une mauvaise préparation, on avait perdu 938 millions de dollars simplement parce qu'on avait mal négocié ou négocié à la presse. Il y a 15 millions de dollars d'épis qui avaient seulement été perdus parce que c'était du mauvais matériel. Et il y a toujours 170 millions qui étaient en poursuite. Enfin, ça, c'était dans le rapport. Je n'ai pas vu où est-ce qu'on en était. Le rapport date déjà maintenant d'au moins 2 ans. Euh, et en comparaison, le ministère de l'Environnement, le budget pour 2025-2026, c'est 2,4 milliards. On a payé pour 3 milliards d'épis versus le ministère de l'Environnement avec le budget de 2,4 milliards. Je me suis posé, et ça, c'est seulement pour le matériel, mais porter l'équipement de protection individuelle a un coût. Au sens où moi, quand je prends une minute pour le revêtir et une minute pour le retirer, je ne suis pas disponible à d'autres soins et ça a un coût pour le système. Et j'ai étudié la méthode d'estimation du coût en fonction de la durée des soins qu'on appelle le Time Driven Activity Based Costing pour déterminer combien ça a coûté au système en temps de personnel aussi à porter l'épi. Et je remercie mon étudiante, Maria Adelaida Lopera-Bena, qui m'a aidé à mener cette étude. La méthode utilisée, c'est simple, elle est très simple, c'est de multiplier le coût par minute de la ressource, du personnel qui fait la procédure, versus le temps que ça lui prend. Alors, je vous ai parlé de 2 minutes pour se revêtir et dévêtir, et le coût par minute va varier si un médecin, une infirmière, un préposé. Cette analyse-là, pour moi, on a mesuré le temps de revêtir et de dévêtir sur le terrain en regardant le personnel. On a 300 mesures de ça. Et on a additionné le coût du matériel et ça comprend aussi les frais généraux, les déchets, la gestion des déchets, le nettoyage des salles. Bon. Et tout ça, les coûts que je vous présente, tient compte de ça. Excuse-moi, c'est en anglais, c'est issu de la publication que l'on prépare. À gauche, c'est l'épi renforcé, le masque N95, la blouse imperméable, etc. Au centre, c'est l'épi régulier, le masque de procédure. Et à droite, c'est le coût réel en mélangeant tout ça pour le CHU de Québec en 2020-2021. Je vous fais remarquer simplement que l'épi régulier coûte entre 2 et 4 fois moins cher que l'épi renforcé. Et vous remarquez que pour les médecins, ça coûte plus cher. Bien sûr, un médecin coûte plus cher au système. Alors, c'est par exemple, et le bleu dans la colonne que vous voyez, le bleu, c'est le coût de l'équipement de protection. Et vous voyez donc, pour le médecin, c'est autour de 2 fois plus cher. Pour l'infirmière, c'est à peu près 4 fois plus cher porter un épi renforcé. Chez nous, au CHU, on a porté 578 000 épis dans l'année 2020-21 et ça correspond, moyennant ces chiffres que je vous ai présentés là, ça c'était un équipement de protection individuelle pour le médecin coûte 33 versus 15 renforcé. Ben, tout ça compris, tout le personnel, ça nous aurait coûté 8,4 millions dans les 5 urgences du CHU pour un budget totalisant à près 75 millions. Donc, à peu près 10% du budget a été passé en épi en 2020-21, en incluant le temps que le personnel prend pour le revêtir. Je vous parle d'impact environnemental maintenant, par analyse du cycle de vie, qui est aussi une autre méthode qu'on utilise dans mon équipe. L'analyse du cycle de vie, ça consiste simplement à mesurer l'empreinte écologique d'une intervention, d'un produit, ce qu'on dit du berceau à la tombe, c'est-à-dire
en partant de l'assemblage en usine, le transport, l'utilisation au site de service, la disposition. Bref, on inclut chacune de ces étapes-là pour parvenir à une évaluation de l'empreinte écologique. On évalue toutes les composantes de l'épi. Je peux vous présenter ce soir d'abord la blouse, qui est la principale composante, celle qui a le plus grand impact écologique. Et on a comparé la blouse réutilisable à la blouse jetable. Nous n'avons pas chez nous la blouse réutilisable, mais on a pris une blouse d'une compagnie qui offre des services et blouse réutilisable et on l'a comparé, on a fait l'empreinte écologique. On a estimé l'empreinte écologique en fonction de si le CHU de Québec avait fait affaire avec cette compagnie-là. Il faut savoir qu'une blouse réutilisable, c'est l'équivalent de 75 blouses jetables parce qu'on peut réutiliser, dans la monographie du produit, on dit qu'une blouse réutilisable peut être utilisée 75 fois. Certains vont se rendre jusqu'à 100 fois, mais comme base, on a pris ce que la monographie du produit dit. Et donc, avec l'analyse cycle de vie, on est arrivé aux conclusions suivantes selon quatre indicateurs principaux, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre, de CO2 équivalent, de DALI. Le DALI, c'est une mesure d'années de vie perdues en santé, si on veut. Les mégajoules perdus également, ça c'est la consommation d'énergie fossile. Et le PDF M carré par an, c'est un marqueur de biodiversité, de la perte de biodiversité sur une surface prédéterminée dans un certain temps. Alors, la blouse jetable, la blouse utilisable, je passe vite pour les chiffres individuels. On va surtout aller sur le ratio, l'un par rapport à l'autre. La blouse jetable, et 7 fois plus, émet 7 fois plus de CO2 dans l'environnement qu'une blouse réutilisable. Et là, on se rappelle 75 blouses jetables, parce qu'on compare 75 blouses jetables à une blouse réutilisable. 45 fois plus d'impact sur la santé des individus. Il y a 5,5 fois plus de consommation d'énergie fossile pour l'ensemble du cycle de vie pour utiliser une blouse de 75 blouses jetables et on a 9 fois plus d'effet sur la biodiversité. Et si on prenait ça pour le CHU de Québec, sur les 578 000 utilisations dans l'année, on remarque qu'il y a 524 000 kg de CO2 équivalent qui auraient été sauvés si on avait eu la blouse réutilisable chez nous. Il y a eu 17,6 années de vie en santé qui auraient été sauvées également, 6,6 millions de mégajoules et 740 000 PDF M carré par an pour la biodiversité. Ce que ça veut dire en langage commun, c'est 688 voyages d'Halifax à Vancouver en équivalent de voiture civique, l'équivalent pour la santé humaine de 3 fumeurs qui fument un paquet par jour sur 30 ans. Ça aurait pu chauffer 18 maisons pendant un an et c'est l'équivalent d'une perte de biodiversité ou de menace à la biodiversité sur l'équivalent de 115 terrains de football. On fait le même travail pour la visière. Vous savez, peut-être chez vous, vous avez fait la même chose. Nous, les lunettes de protection avec le petit plastique, la petite fibre qu'on met sur un cadre, on l'a nettoyé pendant un certain temps. Et pour nous, on a évalué que ça correspondait, une lunette lavée correspondait à 7 visières et 7 lunettes jetées. On utilisait cet appareil-là, bon, c'était le Reliance Vision de Steris, qui nous permettait de laver les blouses les lunettes, donc, et on a fait l'analyse sur le devis basé là-dessus. Je ne veux pas que vous voyez l'ensemble des chiffres. C'est un tableau impressionniste. La colonne de gauche, dans chacun des tableaux, on a changement climatique en haut à gauche, et qualité des écosystèmes, santé humaine en bas à gauche et l'utilisation des ressources fossiles. Vous voyez à gauche de chacun de ces tableaux-là, c'est la lunette réutilisée. C'est à peu près 3 à 4 fois moins polluant sur chacun des indicateurs présentés précédemment. Et je fais le même exercice. Si on avait utilisé que des lunettes, réutilisé les lunettes pendant toute l'année au CHU, eh bien, on aurait sauvé les chiffres que vous voyez à l'écran. Là, je vais vous passer rapidement sur l'équivalent. C'est l'équivalent de 50 voyages en civique, un paquet par jour pendant 11 mois sur l'impact sur la santé humaine. On aurait chauffé 1,6 maisons pendant un an et on aurait évité la perte de biodiversité sur 5,5 terrains de football. En somme, je termine ma présentation là-dessus. On sait l'épi protège, oui, selon toute vraisemblance, malgré des études de très mauvaise qualité. Il y a un coût d'opportunité énorme. On est en train de couper plus de 1,5 milliard de dollars dans le système de santé. Il faut voir qu'on a pris une méchante ponction sur cette dette-là à travers nos années d'épi. Y a-t-il façon de contourner ça? Assurément.
L'empreinte écologique, elle est majeure également. Que faire partant de là? Je pense qu'on devrait se poser la question, masse de procédures pour les soins de routine. Je pense que selon les évidences, il y a peut-être suffisamment, selon moi, d'évidences pour aller de l'avant dans ce sens-là. L'épi régulier plutôt que l'épi renforcé, même raison, et d'opter pour des composantes réutilisables, la blouse réutilisable, réutiliser les lunettes, les masques maintenant, il y a des alternatives. Je pense que le système devrait aller en ce sens-là. Il faudrait être davantage présent auprès des décideurs, au comité des infections nosocomiales de l'INSPQ, pour faire valoir cette perspective-là qui dépasse un peu simplement la transmission des infections. Et il faut faire davantage de recherche. Je parle pour ma propre paroisse. Là, je termine là-dessus. Désolé, j'ai dépassé d'une minute. Mais voilà, je serai prêt à prendre des questions. Je présume à la fin, là, Dr. Raymond, je pense que c'est ce qui Oui. était. Merci beaucoup, Dr. Berthelot. Donc oui, on a à peu près 5 minutes pour des questions. S'il y en a qui veulent les poser dans la section Q&A. On en a une question qui est apparue durant votre présentation là, qui parlait, quand vous parliez de COVID longue, Julie Choquette qui se demandait là, la COVID longue, vous avez mentionné, je pense qu'il n'y en avait pas chez les enfants ou les moins de 18 ans. Peut-être un peu développer là-dessus, s'il vous plaît. Oui. On a fait des études avec le réseau PERC, qui est le réseau de recherche en médecine d'urgence pédiatrique du Canada. On a obtenu un financement de l'Agence de santé publique du Canada pour suivre les patients qui avaient fait la COVID ou même tester tous ceux qui avaient un syndrome d'allure COVID. On les a suivis sur plusieurs mois jusqu'à un an. Il y a de nombreuses publications qui sont issues de cette initiative-là. On a des milliers de patients inclus. Je pense que l'ensemble du réseau a réussi à recruter pas loin de 7500 patients. Et là-dessus, il y a 1500 qui ont fait la COVID et on a suivi ces jeunes enfants-là. C'était surtout des enfants en bas de 5 ans. Il y en avait évidemment jusqu'à 18 ans. Et la majorité n'était pas vaccinée parce que justement la vaccination n'était pas offerte à cet âge-là. Euh, et ce qu'on a constaté, c'est que ni plus ni moins, d'abord, c'était en pédiatrie, la COVID longue n'était pas une considération. Et lorsqu'il y avait des symptômes qui persistaient au-delà du 3 mois, qui définit la COVID longue, c'était très peu fréquent, en bas de 1%, 0,9% pour être précis pour la COVID-19. Et lorsqu'on comparait à ceux qui avaient l'influenza positif, ben, il y avait 0,6% des gens influenza positifs qui avaient des symptômes qui dépassaient le 3 mois. Tout ça pour dire qu'en pédiatrie, la COVID longue n'est pas un enjeu. Chez l'adulte, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de chevauchements possibles. Bon, je l'ai mentionné, les symptômes principaux de la COVID longue, quels sont-ils? C'est la fatigue, l'épuisement, les troubles cognitifs. Ça chevauche avec euh, les troubles anxio-dépressifs, les syndromes de fatigue chronique. Alors, et c'est ça un peu l'enjeu de faire l'étude de la recherche sur la COVID longue. On n'a pas de définition de biomarqueur, on n'a pas de test qui nous permet de dire, voilà, on a un patient clairement qui a eu la COVID longue, et tout ça s'enchevêtre, c'est très difficile de départager. Et ce qui fait qu'on est toujours dans une sorte de zone d'imprécision par rapport à quelle est l'importance de ça. Et il y a certaines études qui vont dire que c'est jusqu'à 40-50% même des adultes qui font la COVID longue. Les chiffres canadiens semblent plus dirigés vers 15 à 20%, mais en pédiatrie, ça ne semble pas être un enjeu. Super, merci. On a 3 autres questions. Peut-être faire des réponses courtes pour ces 3 questions-là pour essayer qu'on rentre dans nos temps. Avez-vous vu des études qui démontraient si l'utilisation des lunettes ou visières versus aucune protection oculaire était plus protecteur pour les soins de routine? Alors, comme j'ai mentionné, notre vue systématique, on est en train de préparer les autres articles dont certaines vont parler de la visière, les lunettes, etc. Et les mêmes tendances que je vous ai montrées sur le Forest Plot sont présentes, c'est-à-dire le fait de porter une protection oculaire serait protecteur. Avec quelle ampleur, c'est très limité. Puis évidemment, les études sont de très mauvaise qualité. Alors, il y a toujours cette réserve-là qu'il faut garder en arrière-tête. Autre question, l'argument des gestionnaires sont que le fait de laver les blouses amène des coûts supplémentaires et limitait les bénéfices à changer les blouses jetables aux blouses réutilisables dans les blocs opératoires. Avez-vous des arguments pour leur répondre? Pas par mes propres études à moi. Il y a eu peu de littérature là-dessus produit, mais il y a des articles qui ont fait l'analyse économique. J'ai vu 2 ou 3 articles qui suggéraient que l'équipement réutilisé
Les blouses réutilisées amenaient une économie d'échelle à long terme. Évidemment, à l'implantation d'un tel système, c'est évidemment très coûteux, les buanderies, mais on peut faire affaire avec des compagnies. Les contrats permettent d'ajuster les besoins en fonction de votre propre établissement. Et le gros avantage aussi qu'on doit tenir compte en imaginant une pareille pandémie, c'est évidemment, on est totalement indépendant et on n'est pas, on peut se protéger de pénurie de matériel parce qu'on aura toujours ça pour se protéger. Et donc, oui, les coûts, ils semblent avoir des évidences, mais suivez-moi parce que j'y travaille activement, mais je n'ai pas de résultats à donner encore. Quelqu'un qui demande, question bizarre, mais les gants, quelle est leur pertinence en contexte de COVID? La COVID ne rentre pas par la peau? Point d'interrogation. Ouais, ben, c'est comme dans n'importe quelle infection respiratoire. En fait, c'est les gens, après, se lavent pas les mains, vont toucher un autre patient, vont se toucher au visage. Alors, les gants, de la même façon que je vous ai dit pour les autres composantes, là, il y a des avantages, semble-t-il, mauvaise étude, mais les gants, c'est essentiellement, c'est que ça limite la quantité de virus que l'on portera sur la peau, qui par la suite pourra être transmis à d'autres ou à soi-même en passant les mains au visage. Alors, les gants sont toujours potentiellement protecteurs dans les cas des infections respiratoires. Maintenant, est-ce qu'on peut faire autrement en étant plus consciencieux? Probablement. Je veux dire, on n'a pas porté de gants avant la COVID, on ne portait pas de gants. C'était à peine si on portait des masques pour examiner les enfants qui nous toussaient à l'examen de la gorge. Bon, bref, voir Et la meilleure solution à partir de maintenant. dernière question, je suis désolé pour les autres, il y a beaucoup de questions, mais on va devoir se limiter pour rester dans les temps. C'est Andréane Saint-Pierre qui demande, devant l'impact budgétaire en argent et en temps que vous avez démontré, est-ce que Santé Québec semble avoir une oreille attentive pour un changement de paradigme? Ben, Santé Québec, je n'ai pas eu l'occasion encore de parler à qui que ce soit à Santé Québec. Et vous avez quand même, je dirais que c'est dans les premières fois où je présente ces résultats-là. Alors, je suis en train de bâtir mes arguments, puis évidemment, dans le parcours du combattant, du chercheur après, après avoir produit ces données, c'est d'aller voir les décideurs. Et ça fait partie, même à l'automne prochain, avec Cascade, avec mes autres phases de recherche, il est prévu pour moi d'aller chercher les infectiologues, les décideurs pour voir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Super, un gros merci, Dr. Berthelot. On va passer à notre deuxième présentation. Donc, ça va être le Dr. Éric Nottebart qui va venir nous parler de diminuer l'empreinte écologique du système de santé, le rôle des médecins. Le Dr. Nottebart est un médecin spécialiste en médecine d'urgence, professeur agréé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est coordonnateur du groupe Crise climatique et santé planétaire à la Faculté de l'Université de Montréal, président de l'éco-CMDP-SF du CIUS du nord de l'île de Montréal, président du comité environnement à l'Association des médecins d'urgence du Québec et membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. À vous, Dr. Notbart. Bonne écoute. Je vais vous laisser partager votre présentation. Super, on voit bien votre présentation. Il reste juste à la mettre en mode présentateur. Super, ça fonctionne. Bonjour tout le monde, merci pour l'introduction, merci d'être là. Vous êtes en grand nombre ce soir, c'est vraiment très le fun. En fait, je peux pas l'avancer. Bon. Ah, ok, voilà. OK, donc on m'a déjà présenté. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis président, comme on l'a dit, de différentes associations. Je n'ai pas de rémunération pour cette présentation-là. Donc, on va parler de l'impact du système de santé sur l'environnement, de ce que l'on peut faire comme clinicien, clinicienne, de quelques exemples tirés de Choisir avec soin Canada et de quelques projets qu'on a au CIUS nord de l'île de Montréal. D'abord, un petit pas de côté, qu'est-ce que c'est que l'empreinte écologique? En fait, c'est le calcul du flot de matériel et d'énergie entré et sorti dans un système donné. C'est des données qui proviennent d'un grand nombre de sources, les achats, la gestion des matières résiduelles, les analyses de cycle de vie, comme on vient de voir. Il s'agit de la consommation de produits biotiques et abiotiques transformés en une superficie nécessaire pour les métaboliser. C'est en termes d'hectares. Donc, on peut faire une empreinte écologique de vous-même, de votre maison, de votre hôpital, de votre ville. Donc, c'est un outil qui est très commode. Et par exemple, ça, c'est la ville de London en Ontario. Vous avez les trois hôpitaux principaux, donc dans la ville. Quelle est l'empreinte écologique de London
du centre de santé de London, ben c'est ça, c'est beaucoup plus grand. Vous vous doutez bien que vos propres hôpitaux, leur empreinte écologique est de la même façon extrêmement grande. Alors, en Angleterre, un autre pas de côté, l'Angleterre est le pays le plus avancé dans le monde en termes de diminution de l'empreinte carbone du système de santé. En fait, en Angleterre, ils ont décidé qu'en 2040, le système de santé serait carboneutre et la façon de faire, c'est ce qui a été fait dans quelques hôpitaux au Québec et qui commence à se faire de plus en plus, c'est d'avoir ce qu'on appelle des scopes 1, 2, 3. Donc, on regarde les émissions de polluants qui viennent des énergies fossiles, des hôpitaux, des médicaments anesthésiques, des pompes pour l'asthme, des transports de patients et donc tout ce qu'on peut intégrer dans un bilan carbone on doit le faire afin de mesurer un peu notre impact environnemental, notre impact carbone. Ce qui est intéressant, et ça c'est assez nouveau, c'est qu'on peut mesurer aussi les émissions de CO2 qui sont secondaires à des médicaments. Par exemple, vous voyez ici que les antibiotiques ont des émissions de CO2, par exemple, nettement plus élevées que les médicaments pour le diabète. Donc, ce sont des études qui commencent à voir le jour et on peut même voir qu'à l'intérieur d'une même classe de médicaments, par exemple les ARA, ben, le valsartan a un impact carbone nettement plus élevé que le candesartan. Donc, on peut mesurer nos impacts en termes de CO2 de nos médicaments même. Alors, une fois qu'on sait ces choses-là, on peut voir un peu ce qu'on peut faire dans notre système de santé pour diminuer l'impact environnemental et l'impact carbone. On peut poser des gestes vraiment très simples et dans toutes les spécialités. En premier, éviter le surdiagnostic et le surtraitement. Pensez aux approches thérapeutiques avec un impact environnemental moindre. Comme on l'a dit tantôt, passer du jetable au lavable stérilisable, évidemment, se joindre à un groupe. Alors, le surdiagnostic, deux images, le cancer de la thyroïde. C'est intéressant de voir que l'incidence est très variable selon les provinces, selon ce qui est rapporté. Alors, regardez l'incidence du cancer de la thyroïde chez les hommes et chez les femmes. En Colombie-Britannique, 4,5 pour 100 000, 13 pour 100 000 et à Terre-Neuve, 11 pour 100 000 et 31 pour 100 000. Pourquoi? Ben, pourquoi ces incidences sont si différentes? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a un surdiagnostic qui se fait du cancer de la thyroïde et en particulier chez les femmes. Regardez l'évolution en 40 ans. Incidence du cancer de la thyroïde chez les hommes, chez les femmes, mais la mortalité est absolument inchangée et le nombre de procédures est inchangé. Alors, c'est un exemple de surdiagnostic. Un autre exemple, on va aller chez nos voisins du Sud. Quel est le risque de passer un CT abdo? Ben, c'est vraiment une question de culture régionale. On a regardé des patients avec Medicare. À San Francisco, votre risque de passer un CT abdo dans la période choisie, là, dans la période de 5 ans, était de 34 à Miami de 50 Pourquoi? Ben, en fait, c'est intéressant de voir que plus on investigue, plus on a peur et plus le risque de complications augmente. La mortalité est exactement la même en San Francisco et Fort Lauderdale. Et vous voyez ici, San Francisco, le risque de passer un CT thoraco-abdominal ben, est très bas et le risque de complications, évidemment, de procédures rénales est très bas aussi. Alors qu'à Fort Lauderdale, votre risque est nettement plus élevé, tout comme votre risque de chirurgie et de complications. Alors, le résultat de ces choses-là, c'est qu'il y a eu une hausse de 40 des néphrectomies en 20 ans, des complications associées de l'ordre de 30 dans les études, et les codes finaux, ça c'est intéressant, 20 des codes finaux sont des masses non spécifiques, bref, des incidents à l'ombre. Je rappelle aussi que les carcinomes de moins de 4 cm progressent très lentement ou régressent même. Alors, encore là, le même genre de graphique, vous avez une incidence en hausse et une mortalité qui est stable. Maintenant, un petit mot sur la déprescription. Alors, une méta-analyse qui a été faite récemment, qui a montré qu'il y a un bénéfice à déprescrire chez les groupes d'âge de 65 à 79 ans. Vous voyez que c'est le groupe pour lequel il y a un bénéfice à déprescrire. Les gens plus âgés ne semblent pas avoir de bénéfice. Et ce qui est particulièrement utile, c'est des interventions spécifiques chez les patients et non des interventions générales. Est-ce qu'il y a un risque à déprescrire? Ben non, il n'y a pas de risque à déprescrire. Alors, quelques exemples concrets dans notre pratique, c'est tiré de Choisir avec Soin Canada. Comme vous savez, Choisir avec Soin s'intéresse à la fois aux investigations, aux diagnostics et aux traitements. Alors, vous savez que jusqu'à 30 des examens, traitements et interventions au Canada sont potentiellement inutiles. On va aller voir un peu de quoi ils retournent. Commençons par la pneumo parce que c'est probablement le médicament
qui a un impact, le pire impact, 100 doses d'un inhalateur avec HFA, le Ventolin, Flovent et compagnie, ben, ça équivaut à pas loin de 300 km d'automobile en termes d'émissions de GES. Alors, en pneumo, donc, les inhalateurs avec HFA sont les médicaments avec le pire impact au niveau des GES. Quelles sont les indications d'utiliser les pompes? Vous le savez aussi bien que moi, parfois c'est très, très empirique. Et si nécessaire, il y a plusieurs alternatives au HFA, ce qu'on appelle les poudres sèches, évidemment, surtout. Il y a des démarches internationales en cours pour bannir les HFA, en particulier en Europe. On n'est pas encore rendu là au Canada. Alors, dans votre milieu, ben, je ne sais pas ce qui se fait, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait à Sacré-Cœur. Alors, on a parlé de Cascade tantôt. Il y a une belle affiche qui a été faite par Cascade qui montre, dans le fond, les inhalateurs avec le pire impact environnemental. Alors, vous avez évidemment le Ventolin HFA, Flovent HFA et compagnie. Et vous avez les inhalateurs avec le meilleur impact environnemental. C'est les discus en général, les poules sèches. Alors, c'est un petit outil simple que vous pouvez utiliser dans vos milieux. En parlant de pneumo encore, 50 des imageries effectuées sont inutiles pour les embolies pulmonaires. Si on ne faisait qu'utiliser un score, et quel qu'il soit, vous pouvez utiliser celui que vous préférez, vous pourriez diminuer beaucoup vos scans. Et on va parler tantôt du rayonnement ionisant associé au scan qui n'est pas banal. Cardio, quelle est la pertinence de l'imagerie en médecine nucléaire chez les malades avec un bas risque, avec une probabilité pré-test de MCAS inférieure à 2 C'est vraiment questionné par Choosing Wisely, tout comme les tests annuels en médecine nucléaire chez les patients asymptomatiques, les échos de routine chez les malades avec une pathologie valvulaire et asymptomatique et les électros annuels. En fait, s'il y a une thérapie qu'on peut questionner en cardio, c'est bien la question des statines. Quelle est l'utilité de la statine en prévention primaire chez les malades à bas risque? Avoir une belle méta-analyse qui a été faite, on appelle ça le postponement of death, de combien de temps on retarde le décès en utilisant des statines en prévention primaire chez ces gens-là. Alors, ce n'est pas une grosse méta-analyse, 16 essais randomisés contrôlés de plus de 1000 patients. Là, on n'est pas dans des 40-50 000 patients, mais quand même. Et quelle est la mortalité de toute cause? Bien, chez ces patients-là, le retard moyen au décès est de 13 jours en utilisant les statines en prévention primaire. Je pense qu'on peut se poser vraiment des questions sur l'utilité de ces médicaments-là et aussi sur quand on arrête de prescrire ces médicaments-là chez les personnes âgées. En néphro, dans les médicaments, quelle est l'indication de l'EPO si l'hémoglobine est supérieure à 100 grammes par litre et le patient ou la patiente est asymptomatique? Et évidemment, l'hémodialyse, qui a un impact environnemental important. Quelle est l'indication de débuter l'hémodialyse chez les patients âgés et malades? L'indication avec un stade 5, donc une DFGA en bas de 15, mais asymptomatique. C'est clairement une question de décision partagée. Et je vous invite à regarder un peu ce qui se fait au niveau des thérapies rénales plus vertes. Il y a une docteure, entre autres au CHUM, docteur Isabelle Etier, qui travaille beaucoup sur la thérapie rénale plus verte et c'est des percées vraiment intéressantes. Alors, en neurologie, la quantité de scans cérébraux inutiles qu'on fait, des scans pour des céphalées non inquiétantes, des scans pour des crises épileptiques non compliquées chez un malade connu épileptique, des syncopes avec investigation, avec scan et EEG. Il y a des scores qu'on peut utiliser qui nous permettent de ne pas surinvestiguer. Et évidemment, dans les traitements, bien, les opioïdes et les barbituriques qui sont inappropriés. Suspicion d'AIT, on n'a pas besoin évidemment d'investiguer tout le monde, ça dépend de notre probabilité pré-test et on n'a pas besoin d'hospitaliser tout le monde évidemment, ça dépend de notre probabilité pré-test. Encore là, des très bons scores qui ont été faits qui nous permettent de limiter nos thérapies aux patientes qui en ont vraiment besoin. Alors, je rentre un peu dans ma talle en médecine d'urgence. Tous les CT scans faits pour des traumas crânio-cérébraux légers, encore là, on a des outils très puissants, le Canadian CT Ed Rule, PCARN en pédiatrie, qui nous permettent de cibler vraiment l'utilisation du scan aux patients patientes qui en ont besoin. La quantité effarante de laboratoires inutiles qu'on fait, des CRP, des VS, les électrolytes étendus. J'en parlais tantôt, l'investigation d'embolie pulmonaire sans grille pré-test, des rayons X de la colonne lombo-sacrée et des antibiotiques à tout vent pour l'asthme, la bronchite, post-drainage d'abcès, pour des otites. Donc, vraiment, il y a place à une grosse réflexion. Encore en cardio, des patients qui arrivent avec des DRS à l'urgence.
connaissez le score HEART, mais il y a le score HERE aussi qui a précédé le score HEART, qui nous permet de faire aucune investigation, ni pas de troponine si le patient était à très bas risque. Donc, c'est des outils qui sont commodes, utiles, qui permettent donc de diminuer votre temps d'attente et de diminuer l'investigation inutile. Encore en première ligne, en médecine d'urgence ou même au bureau, on peut nettoyer les plaies à l'eau du robinet. Il n'y a pas plus d'infection. C'est le même genre, évidemment, d'études que Dr. Berthelot nous a montré tantôt. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des gants stériles? Ben, en fait, chez des patients qui ne sont pas à risque, qui ne sont pas diabétiques, immunosupprimés, qui n'ont pas de fracture de plaie profonde, il n'y a pas plus d'infection avec des gants standards qu'avec des gants stériles. Et l'impact, on l'a vu tantôt, et le coût sont nettement moindres avec des gants standards. Une petite chose en gynécologie, l'utilisation de spéculum lavable et stérilisable versus un spéculum jetable. Alors, vous avez ici, après 15 utilisations, un spéculum de métal qu'on lave et le spéculum en acrylique ici. L'impact en termes de kilos de CO2 émis est à peu près 6 fois plus élevé avec les spéculums jetables. Et ceci inclut le lavage, les procédures de lavage, de stérilisation, etc. Alors, je vais prendre peut-être 5 minutes pour parler de la surutilisation des scans parce que je pense que c'est quelque chose qui est très inquiétant. La quantité de scans demandés est en augmentation constante. L'utilisation des scans a augmenté de 72 dans les 10 dernières années, avec un impact environnemental des scans très important et des risques de cancer liés au rayonnement ionisant qui est tout à fait sous-estimé par les cliniciens et cliniciennes. Alors, on va faire un petit exercice. Regardez simplement ici les CT thoraciques et les CT abdo-pelviens. En gros, c'est 10 millisieverts. Millisieverts, c'est la dose effective absorbée par les tissus. Ben, les données sont les suivantes. Si vous exposez un bébé de moins de 1 an à 10 millisieverts, vous allez causer un cancer à tous les quelques centaines de bébés. Un enfant, vous allez causer un cancer chez à peu près 1000 enfants, vous allez causer un cancer en lui administrant 10 millisieverts. Un jeune adulte, vous allez causer un cancer à tous les 2 à 3 000 scans abdo-pelviens et un adulte à tous les 10 000 ou 20 000. Avant de demander un scan chez des jeunes adultes, et ça, c'est mes enfants et leurs amis, je pense à eux et je me dis, est-ce que vraiment on a besoin d'une imagerie chez ces patients, chez ce patient ou cette patiente-là? Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans dans cette génération-là? Bien, il y a certaines études qui semblent montrer qu'une des grandes causes de cancer dans 10, 20, 30 ans va être évidemment nous-mêmes, le rayonnement ionisant qu'on administre. Alors, première chose, se demander est-ce qu'on a besoin d'imager et si on a besoin d'imager, évidemment, il y a des alternatives. En particulier en pédiatrie, il faut vraiment, vraiment y penser. Il y a une campagne en ce moment qui s'appelle Image Gently ou One Size Does Not Fit All et c'est une population avec laquelle il faut être très prudent. Alors, dans le fond, en résumé, évidemment, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau macro, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des infrastructures. Ensuite, au niveau méso de votre hôpital, votre centre de réhabilitation. Mais là, je vous invite à penser au niveau micro, à changer vos pratiques et à changer votre façon de travailler. Et je pense qu'un bon outil, on en a parlé tantôt, c'est de fonder ou de mettre sur pied un éco-CMDP-SF. Dans le fond, c'est des groupes de cliniciens, cliniciennes. C'est des médecins, des pharmaciens, pharmaciennes et d'autres professionnels et qui sont le lien absolument essentiel entre les gestionnaires et la réalité de la clinique. Ces gens-là partagent le même système de valeurs, donc une cohérence des liens entre la santé et l'environnement, une responsabilité sociale et une collaboration. Et ces gens-là, ben, voici quelques-unes de ces personnes-là. C'est des gens comme vous et moi qui sont très impliqués dans leur milieu et qui ont réussi à faire avancer des choses de façon impressionnante. Alors évidemment, comment prioriser les gestes? Ben, on peut faire un focus group tout simplement et se demander, ben, est-ce qu'on peut travailler plus sur l'éducation, sur les achats, sur la gestion des matières résiduelles, les produits pharmaceutiques, le transport ou sur la sensibilisation. Je pense que c'est important d'avoir un petit groupe et de décider de nos priorités. Et après ça, ben, on avance lentement et on arrive à faire des choses importantes et fort utiles. Alors, je vais terminer en vous montrant quelques projets réalisés ou en cours dans notre CIUS.
Alors, la campagne des inhalateurs, ben maintenant, on nettoie les inhalateurs en physiologie respiratoire, mais on essaie de le faire de plus en plus à l'urgence aux soins intensifs. On voudrait mettre ça au niveau de tout l'hôpital. On recycle les pompes avec avec une compagnie qui recycle les pompes. On enseigne aux médecins à utiliser le plus possible des poules sèches et à la clientèle à rapporter leurs inhalateurs soit dans les pharmacies communautaires, soit à l'hôpital. Et pour exemple, simplement à l'hôpital Sacré-Cœur, on a utilisé 3000 pompes de Ventolin de moins à un an en physio-respiratoire. Il y a la campagne des gants pas tout le temps, dont je vais vous montrer l'affiche. On va retourner aux circuits anesthésiques réutilisables probablement cet été. Alors, les circuits anesthésiques, c'est la tubulure en plastique qui va du patient à la machine. Vous savez peut-être que c'est changé d'un patient à l'autre en ce moment en Amérique. De plus en plus, les gens vont nettoyer les circuits et les utiliser pendant une semaine au complet, sauf chez les malades à risque. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait commencer d'ici peu. On est très impliqué dans des projets de transport actif et probablement qu'à l'automne 2025, on va regarder du côté du recyclage des cathéters de radiologie. Alors, les gants, on en a déjà parlé, j'en reparle. C'est une diapo qui me vient de Chloé Jamati, je pense. C'est effarant la quantité de gants et de masques qu'on a utilisés dans les dernières années. Alors ça, c'est l'affiche qu'on a fait. La campagne des gants pas tout le temps, c'est une campagne internationale que vous allez voir dans plusieurs pays, que vous allez voir au Canada. Et c'est une affiche très simple qu'on voit partout dans l'urgence chez nous. Et on invite les gens à utiliser les gants quand c'est pertinent. Et cette affiche-là, en fait, rappelle aux gens qu'on peut retourner à l'époque d'avant la COVID et ne pas mettre de gants quand on fait un examen d'un patient. Et c'est intéressant parce que on se rend compte que les gens utilisent les gants pour manipuler, par exemple, une sonde d'échographie ou pour faire des gestes très simples alors qu'ils n'en ont pas besoin et les pratiques changent. Alors, en conclusion, l'impact environnemental et carbone du système de santé est majeur. Pour répondre à une question qu'il y avait tantôt, le MSSS et Santé Québec sont encore des grands absents dans cette réflexion. Il n'y a à peu près pas de personnel qui travaille là-dessus, malheureusement. Je pense qu'il est urgent d'impliquer ou d'avoir une influence sur les MSSS et sur Santé Québec. Évidemment, la direction de vos CSSS et vos CIUS doit être impliquée. Dans vos hôpitaux, il y a des comités de développement durable depuis 2019, mais les comités de développement durable vont arriver à rien s'il n'y a pas la collaboration des cliniciens et des cliniciennes parce que vous seuls savez quelles sont les pistes d'amélioration dans vos propres domaines. Alors, ce qu'on peut faire comme clinicien ou clinicienne, bien, certainement avoir du leadership, s'intéresser à l'impact environnemental et carbone de nos pratiques, s'intéresser aux soins peu ou pas utiles, à la gestion des matières résiduelles et vraiment un endroit où on peut avoir une influence ou une importance, c'est dans le choix des diagnostics et des traitements que l'on donne, etc., etc. D'ailleurs, je fais une petite annonce, il y a un éco-score qui est à venir qu'on développe au groupe Crise climatique et santé planétaire à l'Université de Montréal. C'est un score qui va vous permettre de mesurer votre impact carbone dans votre milieu et de mesurer un peu l'amélioration de votre impact carbone si vous décidez d'embarquer dans certains projets dans les années à venir. Alors, en dernière conclusion, je dirais qu'une décroissance dans l'utilisation des ressources et une meilleure santé, c'est possible. Et si vous voulez lire un livre très intéressant pour vous convaincre de ça, je vous propose ce livre-là. Et voilà, c'était pas mal tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Ça va, merci, Dr. Notbart. On a quelques questions pour vous. Donc, Ouais. on demande en premier, au sujet du surdiagnostic du cancer de la thyroïde, le ratio incidence sur mortalité en augmentation ne pourrait-il pas être expliqué par de meilleurs traitements? En fait, non. Il n'y a pas plus de traitement pour ces patients-là. Il s'agit de cancer, je pense, un papillome, mais un cancer qui est tout à fait bénin. Alors, ce qu'on rapporte dans cette étude canadienne-là, c'est que c'est l'inutilité de faire des échographies de façon euh, très... en fait, quand on ne palpe pas de masse au niveau de la thyroïde, qu'il n'y a juste pas d'indication pour faire des échographies chez les patients et les patientes, et c'est fait de façon malheureusement assez routinière dans certaines provinces.
En deuxième question, on demande pour les statines, ce sont plus les risques modérés qui nous font hésiter, parce que vous avez dit que c'est surtout les risques faibles qui n'avaient pas de bénéfices. Est-ce qu'on a des données pour les risques modérés, l'impact sur la prévention cardiovasculaire ou la mortalité? Oui, alors ça m'intriguait beaucoup cette étude-là. Alors j'ai parlé à un cardiologue chez nous qui est évidemment très familier avec ces choses-là. Fait que, ce qu'il me disait, il a bien revu la méta-analyse, c'est que pour les bas risques, clairement, dans cette catégorie-là, il n'y a pas d'indication. Pour tout ce qui est risque modéré à élevé, évidemment, n'en parlons pas, mais modéré, il dit qu'il faut vraiment prendre cette étude-là avec des pincettes et c'est un autre ordre de, en fait, faut calculer tous les facteurs de risque des patients. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais clairement, chez les bas risques, il n'y a pas d'indication de donner des statines. Il y a Isabelle Ledoux qui demande, le ministère interdit maintenant les stérilisateurs dans les cliniques telles GMF par Ouais. risque. Les hôpitaux ne peuvent pas prendre en charge toutes ces nouvelles stérilisations. Les GMF doivent donc se tourner vers le jetable, très regrettable. Ouais. Puisque ça vient du ministère, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ouais. Ben, c'est vraiment, c'est sorti, je pense, il n'y a pas très longtemps, ces choses-là, et c'est vraiment une épine dans le pied des cliniques. Et il y a des cliniques, effectivement, qui font en ce moment du lavable stérilisable. Donc, c'est le genre de choses qu'il va falloir absolument changer parce que ça va complètement à rebours de ce qu'on devrait faire en ce moment. Maintenant, infiltrer le ministère, entre guillemets, c'est quelque chose de pas facile, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire. On ne sait pas trop d'où vient cette recommandation-là, mais c'est très dommageable, je pense, comme au niveau environnement, cette recommandation. Il y a Cybèle Bergeron qui donne un conseil là, qui dit que eux, pour diminuer la radiation lors de radiographie pulmonaire en pédiatrie, un exemple dans notre centre hospitalier est d'avoir protocolisé de ne pas faire d'emblée un latéral, sauf sur demande si indication plus particulière pour diminuer la radiation. Oui, c'est intéressant, c'est un bon point. Mais juste mettre ça en perspective, un scan, c'est 10 millisieverts. Un rayon X pulmonaire, je pense, c'est 0,01 millisieverts ou quelque chose comme ça. Mais toutes les interventions sont bonnes. Mais un rayon X simple, c'est effectivement pas une dose qui est très élevée, mais c'est une excellente idée. Évidemment, les radiologistes vont vous dire qu'un film simple, un PA sans latéral, puis on le sait, on ne verra pas toute l'information, mais c'est intéressant comme approche, oui. Il y a deux personnes qui ont demandé, est-ce qu'il y a une source ou d'information pour voir dans les médicaments qui sont les moins écologiques parmi la même classe? Oui, en fait, vous avez peut-être vu dans la diapo, les deux diapos, je vous ai mis, c'est écrit Project, là, je ne sais pas si elle a été publiée. On peut partager mes références, là, je crois que je l'ai mis dans mes références, mais il y a quelques données, il n'y en a pas beaucoup, et je me suis basé sur des données européennes. Ça doit être à peu près équivalent au Canada, mais il y a quelques études qui ont été faites là-dessus. Si la personne veut l'étude, là, mon courriel est là en bas, là, elle peut m'écrire, ça va me faire plaisir de la retrouver et de l'envoyer. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus en Europe qu'au Canada ou au Québec, mais certainement quelque chose à quoi qu'on doit regarder. Est-ce que vous utilisez les boîtes Go Zero chez vous et pour quelle matière? Oui, Matériel, excusez, pas matière. évidemment, je ne veux pas faire de promotion de compagnie, mais on utilise les boîtes GoZero dans les trois hôpitaux du CIUSNIM pour les inhalateurs. Ça fait depuis un bon bout de temps qu'on les utilise. On va travailler avec GoZero pour la salle d'opération. Les salles d'opération, on a un gros programme de récupération de matériaux dans les salles d'opération à Sacré-Cœur, Jean Talon et Fleury, je ne sais pas encore, mais Sacré-Cœur, je suis sûr. Il y a de la place à beaucoup d'améliorations, mais oui, effectivement, ben, il y a d'autres compagnies aussi là, qui font ça, mais on travaille beaucoup avec GoZero et on va le faire de plus en plus, oui. Il y a Dr. Frédéric Baudry qui donne une ressource qui dit que pour les statines, le groupe canadien Pears, P-E-E-R-S, a un super outil en ligne avec des images à faire avec son patient qui image le risque et souvent les patients concluent qu'ils n'en veulent pas pour des gains si minimes. Donc, Oui, à garder en tête. ouais, merci beaucoup. C'est effectivement une excellente ressource, oui. Et dernière question, est-ce que des démarches ont été faites pour que certaines MSI soient modifiées, entre autres le port de gants est requis dans les MSI pour les injections subcutanées et intramusculaires?
Écoutez, c'est un bon point. Là. Je n'ai pas regardé ça en détail. Je pense que dans notre affiche, les infirmiers et infirmières n'utilisent plus de gants pour les sous-cutanés puis intramusculaires. Et on s'est basé pour faire notre affiche sur une affiche qui vient d'Angleterre, mais je pense qu'ils ne l'utilisent plus depuis un bon bout, là, depuis une bonne année. Fait que, faudrait juste que je revoie l'affiche, je pourrais vous le dire. Je veux dire, je vois le personnel et non, c'est pas utilisé. Non. Et en fait, dernière petite question, peut-être que vous pourriez le mettre dans le chat, mais il y a quelqu'un qui n'a pas eu le temps de noter la référence du livre, je ne sais pas si c'est votre livre, là, que si c'est possible de le mettre dans le chat. Pour le rayonnement ionisant, pour Hmm. Je ne sais pas si c'est la personne du bonjour n'a pas eu le temps de noter la référence du livre de Dr. Notbart. Est-ce possible de le mettre dans le chat? Je ne sais pas de quel livre on parlait. ben, c'est Le peut-être, livre final, Eric, le livre final, je pense. je m'excuse, j'ai pas compris, c'est lequel? Le livre de ta dernière ou avant-dernière diapo. Ah oui, OK, OK. Je pense Oui, que c'est ça, d'accord. l'autre question. Ben voilà. Est-ce que vous Ah, ok, voyez oui. encore ma présentation? C'est vraiment très Ouais, on voit. intéressant. Ça remet en question beaucoup, beaucoup de ce qu'on a appris à l'école, en fait. Super. Merci beaucoup, Dr. Notbart. On va passer à notre troisième présentation. Donc, Geneviève Ouellette va venir nous parler aujourd'hui d'optimiser la prescription et l'utilisation des médicaments. Geneviève Ouellette est pharmacienne au CHU de Sainte-Justine depuis 12 ans, coprésidente de l'éco-CMDP de Sainte-Justine. Elle est vice-présidente de l'ACME. Elle est très impliquée dans les différents comités environnementaux à Sainte-Justine. Et par ses pairs, on dit qu'elle est une des moteurs qui fait avancer les projets dans le comité de pratique des éco-CMDP-SF. À vous, Geneviève Ouellette. Bonne écoute. Ben, bonsoir tout le monde. C'est vraiment avec plaisir ce soir que je me retrouve avec Éric, Simon et Stéphanie. Oui, effectivement, c'est ça. Je suis pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine, puis impliquée quand même beaucoup là, dans l'éco-CMDP, dans l'ACME aussi. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Là, je vais juste voir comment je vais changer mes diapositives. OK, bon. Premièrement, j'ai pas de conflit d'intérêt. C'est sûr que, tu sais, bon, on travaille avec, on a des grands leaders au Québec, là, tu sais, comme Maillon Vert, Go Zéro, qu'on entend parler tantôt, mais non, tu sais, j'ai pas d'attachement avec ces compagnies-là que je vais parler dans ma présentation. Avant de commencer, deux petites parenthèses. Premièrement, je pense que on est tous des professionnels de la santé ce soir. Puis moi, mon moteur, tu sais, souvent, c'est ça, là, les gens vont dire, hey, Geneviève elle est vraiment craquée, là, tu sais, elle est partout, là. Je pense que c'est vraiment cette citation-là qui, je sais pas, il y a 6 ans, qui est venue me chercher de Robert Swan qui dit que la plus grande menace pour notre planète, c'est la croyance que quelqu'un d'autre va la sauver. Donc voilà, je pense qu'on est rendu à un moment qu'il faut arrêter de se dire que les autres vont s'en occuper. Je pense que comme professionnel de la santé, on a ce devoir, on soigne des gens, mais en ce moment, nos soins contribuent à rendre la population puis les gens plus malades. Donc, on a vraiment besoin d'aller intégrer la valeur de l'environnement dans notre façon de travailler. Puis, c'est pas tant plus compliqué, c'est juste qu'on fait différent. Puis, il y a vraiment moyen de le faire. Euh, c'est sûr que ce soir, tu sais, j'avais 12-15 minutes pour présenter. Je vous dirais que, tu sais, je pourrais vous en parler pendant une journée, là, parce que depuis 2018, vraiment qu'à la pharmacie de Sainte-Justine, on a commencé à s'impliquer. On a donné beaucoup de présentations. On a travaillé, vous allez le voir tantôt, dans le circuit du médicament. On peut jouer à partir du début de la préparation du médicament jusqu'à la fin, le transport, les commandes. Donc, c'est multiple. La présentation de ce soir, vous allez voir, bon, il y a beaucoup d'éléments qui viennent du récent guide qui a été émis par Cascade. Tu sais, Cascade, on l'a cité dans deux des présentations là, avant moi. Mais vraiment, aller sur ce site-là, c'est une banque de ressources incroyable. Tu sais, il y en a sur la façon d'intégrer la pharmacie en hôpital, la pharmacie communautaire. Si vous êtes médecin de famille, il y en a une pour les cliniques médicales, il y en a une pour le bloc opératoire. On a Rami, qui est un radiologiste de Sainte-Justine, qui a fait quelque chose en radiothérapie. On en a pour le bloc. Écoutez, ça va là, de plein de secteurs. Puis, ben, je suis vraiment fière d'avoir travaillé avec toute cette gang-là pour mettre au point ce guide-là. On est vraiment contents. Ça fait peut-être une semaine ou deux à peu près.
Bon, au niveau de la présentation de ce soir, premièrement, on va parler de l'impact environnemental des médicaments, comment on peut essayer d'avoir une utilisation optimale des médicaments. Évidemment, ça va être rapide, je manque de temps, mais au pire, je reviendrai vous parler, là. Peut-être qu'on va en faire d'autres, des soirées comme ça pogne, on est beaucoup. Euh, Puis aussi, je vais m'attarder un petit peu parce qu'on a fait un projet avec nos résidents en pharmacie sur la prescription des médicaments à la demande, là, nos fameux médicaments aux besoins. Vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis si j'ai le temps, je pourrais vous parler un petit peu peut-être de favoriser une bonne élimination des médicaments. Tu sais, on parle beaucoup de la gestion des matières. Tu sais, Eric a son projet au bloc opératoire. Nous aussi, on en a un. Mais il faut faire attention aussi sur comment on élimine nos médicaments parce que des fois, on les met pas à la bonne place. Puis c'est clair que l'incinération versus d'autres voies d'élimination sont beaucoup plus impactantes au niveau de l'environnement. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est triste, mais c'est un gros chiffre. Ça donne envie de bouger quand on lit ça. Les produits pharmaceutiques et les hôpitaux représentent ensemble 47 des émissions totales des GES liées aux soins de santé au Canada. On ne se le cachera pas, tu sais, le Canada, on a du bon au Canada, mais on est à peu près, tu sais, on pollue, là. On émet du GES. Fait qu'on a du travail à faire, la gang, let's go. Les hôpitaux, les pharmacies hospitalières, entre autres, génèrent aussi une quantité importante annuelle de déchets. Tu sais, entre autres, on le sait, il y a beaucoup d'usages uniques, il y a beaucoup d'emballages, on réemballe ce qu'on fait, on utilise du matériel pour préparer nos médicaments stériles, nos tubulures, les sacs de soluté, tout ça. On a justement dans le guide Cascade, il y a une donnée d'un hôpital qui nous dit que sur une période de 3 ans, ils ont cumulé un demi-million d'articles en plastique. Ce qui est, tu sais, il y a de la lumière au bout du tunnel, là. Le plastique en pharmaceutique, c'est vraiment un plastique avec une belle valorisation possible. Tu sais, c'est principalement du 1, du 2, du 5, tous des plastiques qu'on peut recycler. Mais évidemment, recycler, vous le savez, là, tu sais, c'est à la fin. Ce qu'on veut, c'est vraiment réduire et réutiliser le plus possible. Comme je disais tantôt, on peut agir à plusieurs niveaux. Tu sais, ça peut partir de l'approvisionnement jusqu'au formulaire des médicaments. Tu sais, on peut réévaluer notre formulaire. Tu sais, tantôt, on parlait de médicaments qui ont des empreintes plus que d'autres. Dans les anti-inflammatoires, entre autres, le diclofénac, vous allez le voir dans le guide Cascade. Le diclofénac, c'est un médicament qui a vraiment une atteinte plus au niveau de la biodiversité. Est-ce qu'on est obligé de donner du diclofénac? Tu sais? Au niveau des approvisionnements, on a des gens, on a des fournisseurs au Québec. Tu sais, on peut essayer d'acheter local quand c'est possible. Je vous donne un exemple. Dans une pharmacie, en hôpital, tu sais, vous allez servir des médicaments dans des viales de plastique, dans les pharmacies communautaires aussi. Bien, on a la compagnie Écolofarm, qui est une compagnie québécoise, qui va avoir des viales pas plus chères que ceux qu'on achète d'ailleurs, qui ont un circuit de production qui est vraiment plus éco-responsable jusqu'à la livraison, tu sais, des produits dans les différents endroits. Essayer d'aller vers des produits sans trop d'emballage. Malheureusement, des fois, avec le CAG, le groupe d'achat du Québec, on est lié par contrat. Arrêtez-vous pas à ça. Il y a une façon dans les contrats d'aller voir des fois où on est capable, surtout pour du matériel et non pas du médicamenteux. Des fois, on est capable d'aller faire des bris de contrat, puis ils commencent de plus en plus à avoir des clauses pour l'environnement. Donc, faites attention quand vous parlez avec vos appros. Ils n'aiment pas ça, des fois, briser des contrats, mais c'est possible. Ça s'est fait. Au niveau de l'inventaire de la distribution, tu sais, quand vous commandez, essayez d'acheter les dates d'expiration, révisez vos inventaires pour passer le stock qui va expirer, essayez de minimiser les préparations inutiles. Les médicaments PRN, on n'est pas obligé de toujours les produire d'emblée. C'est pas parce qu'il y a un changement de posologie sur un médicament qu'on est obligé de resservir un tube de crème, resservir une goutte oculaire parce qu'on a passé de 2 fois à 3 fois par jour. Tu sais, au pire, il va y avoir une demande qui va être faite. Il faut essayer d'établir aussi des pratiques de distribution qui sont plus durables. Comme je disais, on n'est pas obligé de servir tout automatiquement parce que des fois, je ne sais pas, aux soins intensifs, à l'urgence, ils ont mis des médicaments au commun. Donc, c'est pas parce qu'on a une ordonnance qu'on doit nécessairement servir une pompe si on sait qu'elle a été prise dans le cabinet durant la nuit. Essayez aussi de travailler au niveau de la réduction puis d'élimination des médicaments. Tu sais, nous, on a travaillé très fort sur la réduction de notre emballage. Évidemment, il faut que ça demeure sécuritaire, mais on peut réduire. Tu sais, au début, on mettait tous nos médicaments dans un sac de plastique d'une taille. On a réduit les sacs de plastique
au format du médicament qu'on emballait, ben, par médicament, des fois, on avait une économie de 10 grammes. Mais par année, ça se représente à peu près sur 950 kg de plastique épargné. On peut réutiliser aussi nos emballages s'ils sont encore propres, s'ils n'ont pas monté à l'étage, s'ils ont resté dans le cycle de préparation au niveau de la pharmacie. Tu sais, nous, c'est à peu près 50 000 sacs de plastique qu'on peut réutiliser. Bien trier nos déchets pharmaceutiques, comme je disais tantôt, parce que si on les met dans le déchet pharmaceutique où il y a une incinération, alors que si la fiole de tazocin en verre est vide, complètement vide, c'est pas jugé un déchet pharmaceutique, ça peut aller dans le verre plastique métal, puis à ce moment-là, ça sera recyclé. Optimiser les retours. J'ai fait des visites dans des centres hospitaliers où chaque retour est carrément jeté. Faire attention. Tu sais, des fois, il y a des choses, tu sais, quand c'est en sachet, ça peut être réutilisé. Oui, les médicaments, tu sais, un vaccin qui revient, on ne peut pas le garder. Mais des multidoses, nous, on a trainé nos gens qu'on regarde est-ce que c'est cessé, est-ce que c'est toujours actif, est-ce que c'est identifié au nom du patient. On va le retourner au patient à ce moment-là. Donc, on sauve des coûts également. Favoriser les formats prêts à l'emploi, ça, je dirais que les compagnies pharmaceutiques se tournent vers là. Je donne un exemple, l'héparine, 5000 unités, succute en prophylaxie. Maintenant, il y a des seringues préfaites déjà au niveau de la compagnie pharmaceutique, moins de manipulation pour le staff. Quand on regarde tout le matériel sur la table qui va être nécessaire, tu sais, en partant de la fiole pour générer la dose versus d'avoir la seringue qui est déjà prête à l'emploi, il y a vraiment une grosse diminution aussi au niveau de l'utilisation du matériel. Comme je disais tantôt, on peut agir à plein de places, à plein de niveaux, tu sais, que ce soit au niveau de la livraison, de l'emballage, des doses, tu sais, revoir des doses fixes, des doses en comprimé versus des doses en liquide, revoir les dates d'expiration, réduire la taille de l'emballage. Mais c'est sûr que ce soir, par manque de temps, je vais aller vraiment dans le gros du sujet qui était plus de vous parler des médicaments à la demande. Qu'on a fait à Sainte-Justine, projet de nos résidents en pharmacie en 2024, on a fait une étude transversale avec l'objectif d'évaluer l'usage des médicaments prescrits aux besoins sur 2 unités, unité de chirurgie, unité de pédiatrie générale. On a pris 4 dates, 4 photos. 1er novembre 2022, 1er février, 1er mai, 1er août. On voulait aussi l'impact des saisons. Tu sais, on sait qu'en novembre puis à l'hiver, il y en a plus. Au mois de mai, au mois d'août, c'est plus tranquille. On a évalué les médicaments sur 24 heures dans des journées choisies, puis on a fait une évaluation longitudinale. Sur 342 patients, on avait 87,5 des patients qui avaient au moins un médicament prescrit au besoin, ce qui représente à peu près 40 des ordonnances actives pour les 2 unités combinées. Les doses de médicaments au besoin qui ont réellement été administrées sur les 24 heures, 8,6 à l'unité de pédiatrie, puis à peu près 8 à l'unité de chirurgie. Les doses qui ont été administrées pour toute la durée de l'hospitalisation, on tourne autour 9 8 aux unités. Autre affaire, les ordonnances aux besoins toujours actives au moment du congé, 75 pour les 2 unités combinées. Donc, on a préparé à peu près en moyenne 36 seringues de ces médicaments-là qui étaient prescrits aux besoins. Il y en a seulement il y a 90 de ces seringues-là qui n'ont pas été administrées. Donc, ça représente à peu près 12 000 seringues jetées par année qui ont été préparées inutilement. Donc, c'est un gaspillage de médicaments, un gaspillage de matériel, puis un gaspillage de notre staff aussi, là. Puis, on ne se le cachera pas, en pharmacie, on a vraiment de la misère à avoir des ATP à cause du nouveau programme de TP. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire suite aux résultats de notre étude? Bien, premièrement, on a mis dans notre système informatique, maintenant, les médicaments qui sont prescrits aux besoins, on ne va pas les préparer d'emblée. Ou on va préparer, mettons un Zofran IV Q8 PRN, on va préparer les 3 premières doses. Après ça, on va aller cocher une petite case dans notre saisie de médicaments. Puis, il va y avoir un commentaire de demander par feuille contact si on a besoin d'avoir d'autres médicaments. Donc, ça, c'est un exemple d'un geste qu'on a fait à peu près pour réduire à ce niveau-là. Après ça, tu sais, ce que vous pouvez faire aussi du côté adulte, là, tu sais, c'est pour reviser les PRN, tu sais, je veux dire, est-ce qu'au congé, on a besoin de laisser partir le patient avec toute sa médication au besoin? Je pense pas. Je pense il y a une nécessité de réévaluer durant l'hospitalisation aussi, faire le ménage dans les dossiers patients, réévaluer les thérapies. Quand on a un patient aussi qui est admis, tu sais, si on est au mois de novembre, puis que le patient, il prend des médicaments au besoin pour des allergies saisonnières,
ou tu sais, qui prend plein de produits naturels, est-ce qu'on a besoin de toutes les prescrire? Oui, parce que bon, des fois au congé, on veut avoir la liste complète du patient, mais on peut mettre la mention saisir au dossier, ne pas servir, patient n'utilise pas en ce moment, tu sais. Puis au congé, ben, il faut faire attention de cesser les médicaments qui ne sont pas nécessaires. Tantôt, tu sais, Eric qui nous parlait aussi de l'empreinte des médicaments. Euh, Juste l'amoxyl liquide versus l'amoxyl en comprimé, il y a vraiment une grosse différence au niveau de l'empreinte entre les deux voies d'administration possibles. En liquide, ça nécessite plus de matériel, ça nécessite un petit cup de plastique, une seringue orale. Fait que, tu sais, essayez aussi de privilégier les comprimés quand vous êtes capable. L'acétaminophène, tu sais, là, on a de l'acétaminophène par voie intraveineuse. Il faut faire attention aux dérapes. Tu sais, c'est vraiment quand c'est nécessaire. Un acétaminophène par voie intraveineuse, c'est à peu près 36 fois plus impactant qu'un acétaminophène qui est pris en comprimé. Donc, si le patient prend la majorité de ses médicaments par voie orale, on n'a pas besoin d'y mettre un acétaminophène par voie intraveineuse. Même le liquide est plus impactant que le oral en comprimé, mais quand même moins qu'une dose d'acétaminophène intraveineuse. Puis là, je ne parle pas des coûts non plus, tu sais, qu'un intraveineux, c'est toujours plus cher aussi. Autre exemple, juste du Cipro-Perros versus le Cipro-IV. Tu sais, le Cipro-IV va avoir à peu près, au niveau de l'écotoxicité, 233 fois plus d'empreintes au niveau de l'écotoxicité qu'un Cipro par voie orale. D'où, essayez aussi de faire de ne pas oublier de faire votre relais de la voie IV vers la voie orale dès que c'est possible. Ça, c'est d'autres différentes collectes qu'on a faites là, tu sais, à l'hôpital tantôt. Tu sais, souvent, on voit dans les ressources, on va dire chaque geste compte. Ben, tu sais, oui, on veut toujours aller chercher le geste le plus impactant. Tu sais, c'est sûr qu'avec le projet des aérosols où qu'on est capable de commander de moussi, Eric, j'ai le même chiffre que toi, là, c'est très drôle, là, mais en 2023-2024, c'est 3000 ventolins de moins qu'on a commandé. C'est sûr que ça a un impact, tu sais, au niveau du GS. Mais après ça, sortir nos crayons, des déchets, les amener chez Bureau en gros, qui a un programme de recyclage, essayer de sortir ce qu'on peut puis l'envoyer chez Go Zéro parce que, bon, nous aussi, à Sainte-Justine, on est allé vers Go Zéro parce que faut faire attention dans les compagnies. Là, des fois, il y a des petites surprises. Là. Quand tu y vas non annoncé, c'est pas pareil que quand tu y vas de façon annoncée. Faites attention. Puis aussi, des fois, ce qu'ils prennent comme matière. Il y a des compagnies, des fois, qui vont avoir beaucoup de contraintes. Ils vont prendre du un, du 2, du 1, du 2. Ils veulent pas le 5, ils veulent pas le 7. Ce qui est cool avec Go Zéro, c'est que on n'a plus besoin de faire de tri. On peut tout mettre dans les palettes. Je vais vous les montrer. Une photo vaut 1000 mots. Fait que ça, c'est nos palettes à Sainte-Justine. On est avec eux depuis 2022. Ils sont maintenant rendus qui vont charger au poids et non pas à la palette. Donc, ça réduit à peu près de 50 vos coûts. Puis, comme vous voyez, nous, on met tout dedans, là, nos pots de plastique vides, nos équipements de protection individuelle. On met nos aérosols. Ils ont catché Go Zéro qu'infliger un tri dans un centre hospitalier, c'est limitant. Donc, ils font le tri maintenant là-bas. Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus ce qu'on a fait à Sainte-Justine, ben on a été chanceux. On a fait la chronique La Presse en mai l'an dernier. Fait que ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on a fait. Puis s'il y en a qui sont intéressés à venir visiter puis voir concrètement tout ce qu'on a fait, ben ça va me faire plaisir aussi de vous accueillir. Des références utiles aussi, Santé planétaire, les fameux playbooks cascades. Euh, Puis il y a tellement de ressources, puis il y a tellement qu'on peut faire qu'on a du choix. Tu sais, c'est un beau problème, c'est un gros problème, mais on a du choix parce que, mon Dieu, on peut s'attaquer à tellement de choses qu'il y a plein de possibilités. Merci beaucoup, Geneviève Ouellette. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais j'en avais une pour vous en attendant les autres questions. Ben, il y a deux personnes qui l'avaient posé tantôt la question, mais on voit un peu avec les pompes, les alternatives qu'on a, de savoir qu'ils sont plus éco-responsables. À tous les collègues que je parle de ça, trouvent ça super intéressant, puis ils l'appliquent. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à vouloir savoir dans différentes classes qu'est-ce qui peut être plus éco-responsable comme prescription et tout ça. Est-ce qu'il y a des plans de faire des ressources par rapport à ça, d'étendre ça à plus grand que les aérosols en tant que tels? Je ne sais pas si vous avez des projets en tête ou une opinion là-dessus. Bien, c'est sûr que oui, tu sais, tantôt, Eric, bon, il en a montré une. À date, ça vient plus du côté européen. Tu sais, on avait relancé l'autre fois Maillon Vert, puis d'autres firmes, tu sais, conseillères un peu dans le domaine. Ça s'en vient. C'est sûr que des fois, il faut faire attention aussi avec ces outils-là parce que des fois,
on ne sait pas à partir de quand ils commencent à mesurer. Est-ce que c'est à partir de la molécule, de la production, du transport, de l'emballage? Ça fait qu'il faut faire attention parce que des fois, ça varie beaucoup. Mais oui, quand on regarde même dans le playbook Cascade, au niveau, il y en a là, des médicaments qui sont plus ciblés pour avoir plus d'impact. Il y en a des références par rapport à ça. Mais comme je dis, il faut juste garder un petit bémol parce que des fois, ils vont avoir, ça ne sera pas tous les mêmes éléments qui vont être considérés. Mais oui, certainement que ça peut donner une idée d'impact que la molécule elle peut avoir, puis laquelle favoriser versus d'autres là, dans ton choix de prescription, ça c'est clair. Tu Puis juste les aérosols, bon, on n'a pas eu le temps d'aller trop dans le détail, mais des fois, par compagnie, c'est différent. La compagnie Tiva versus GSK, pour un inhalateur, vous avez 3 fois moins de GES, là. Fait que, nous, malheureusement, on aimerait travailler avec la compagnie Tiva, mais on est pris avec GSK. Mais il y a des compagnies qui ont réussi à mettre plus de véhicules pour mettre moins de HFA dans leur inhalateur. Fait que, si vous voulez juste rapido, quand vous prescrivez, juste d'écrire Tiva salbutamol, par inhalateur, vous venez d'avoir 3 fois moins d'impact au niveau de votre HFA. Fait que des fois, c'est comme ça aussi. Fait que, oui, ça reste du salbutamol, mais c'est que les compagnies, dans leur production, des fois, vont venir avoir un élément qui va être moins impactant juste dans la production. Fait que, c'est difficile d'avoir un outil qui va tout prendre et qui va tout considérer. Pour l'instant, il n'existe pas, cet outil-là. Parfait, merci. Et une question qu'on a de Annie Bazinet. Avec l'arrivée des Pyxis en longue durée chez nous, ça oblige à jeter tous les demi-comprimés ou les restants de fioles injectables pour les opioïdes. Beaucoup de pertes. Avez-vous déjà questionné si possible de faire des comptes autrement dans les Pyxis? Ben là, moi, j'en ai pas ici à Sainte-Justine. Nous, par contre, avec notre PACMed, avec notre ensacheuse, parce qu'on a un centre de longue durée, on ensache des demi de comprimés. Donc, on est capable de les réutiliser. Fait qu'on pré-coupe nos comprimés avant de les ensacher, puis on est capable de les réutiliser. Fait que je ne sais pas si ça peut être une option pour vous, là. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'à Sainte-Justine, je donne un exemple, des fois, on va c'est comme la Dexmed, avant qu'on ait un format commercial, la Dexmed, nous, on la reconditionnait dans des fioles pour un plus petit format pour limiter nos pertes. Fait que là, je sais, je connais pas. Au pire, écrivez-moi, puis on pourra regarder ça spécifiquement, là, mais des fois, il y a une façon aussi, des fois, de réemballer à l'interne en dessous de tes hottes stériles avec une date d'expiration, puis ça te permet de récupérer ton produit quand il revient parce que tu mets un sceau d'inviolabilité. Les sceaux d'inviolabilité, ça, c'est un autre champ où on peut vraiment avoir une option de réutiliser nos médicaments parce que si vous mettez un sceau d'inviolabilité sur une crème, sur un aérosol, sur un discus et qui vous revient à la pharmacie puis que le sceau d'inviolabilité est encore là, c'est votre garantie qui n'a pas été utilisée. Donc, vous pouvez le resservir à l'étage. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect que nous, on est en train de travailler aussi, c'est de mettre des sceaux d'inviolabilité sur nos gouttes, nos crèmes, nos trucs qu'on monte à l'étage. Parce que des fois, le patient arrive à l'urgence, on prend, il s'en va, mettons, à une autre unité, il y a un transfert, les médicaments ne suivent pas, il nous demande de resservir. Fait que des fois, on va faire en double, en triple. Ça, c'est quelque chose aussi à revoir, le circuit du médicament pour essayer de limiter les pertes le plus possible. Ça score très haut, ça, dans les circuits de médicaments où on peut avoir un impact. Donc, de mettre des sauts d'inviolabilité, c'est très facile, c'est peu coûteux, puis ça vous permet une économie environnementale, mais aussi une économie au niveau financière qui vous permet après de payer votre Go zéro. Tout, tout est lié, là. C'est magique, c'est le fun. Super. Merci beaucoup, Geneviève Ouellette. On va passer à notre dernière présentation. Donc, je vais inviter Dr. Stéphanie Burel, pardon, qui va nous parler de respecter les volontés de nos patients en fin de vie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre du système de santé, un changement de paradigme. Dr. Stéphanie Burel est omnipraticienne pratiquant à l'urgence depuis 2014. Elle a cofondé CMDPSF du 6 de Laval en 2019. Elle s'implique dans le développement et la promotion des soins de santé durables au Québec via son éco-CMDPSF local et la comité de pratique des éco-CMDPSF via le comité santé planétaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également maman d'un garçon de 4 ans et gère son éco-anxiété en pratiquant le yoga et en se retrouvant en nature. À vous, Dr. Burel. Bonne écoute.
Oui, donc bonsoir tout le monde. On va clore la soirée avec une présentation un petit peu plus philosophique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je suis membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, pour le mentionner, mais sinon, je n'ai pas de conflit d'intérêt là, côté monétaire ou pécuniaire. Donc, les objectifs de la présentation ce soir, ça va être de décrire les disparités entre la façon dont les Canadiens voudraient vivre leur fin de vie et la réalité. De décrire les obstacles qui nous empêchent de bien respecter les volontés de fin de vie de nos patients, puis de décrire les co-bénéfices environnementaux qui découlent là, du fait de respecter les souhaits de fin de vie de nos patients. Donc, pour vous faire une petite mise en contexte, mes collègues ont bien mis la table tantôt. En 2022, au 6 de Laval, on a publié le premier bilan carbone des émissions de GES d'un 6 au Québec. C'était un bilan carbone très complet. Donc, on est allé évaluer le scope 1, scope 2, scope 3 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout a vraiment été inclus là, dans les émissions de GES de notre système de santé. Et puis, ces données-là, en fait, sont publiques. Puis, il y a un groupe de chercheurs de l'Ontario qui ont utilisé les données de notre bilan carbone pour publier cet article qui est paru dans The Lancet l'année dernière, au mois de mai. Je trouvais ça super intéressant là, de voir que les données de notre bilan carbone local servaient à des chercheurs ailleurs au pays, puis après ça, que c'était publié dans une revue internationale. Donc, petit train va loin. Donc, on va réviser un petit peu cet article, puis faire un espèce de genre de club de lecture pour terminer la soirée. Donc, ici, là, c'est pour démontrer qui avait utilisé les données de notre bilan carbone. Ils nous ont débaptisé, par contre, là, ils nous ont appelé le 6 de Laval et non le 6 de Laval, mais c'est bien. Donc, on va faire des petites vignettes cliniques pour vous mettre faire une mise en bouche. Donc, le cas de Monsieur A, ce sont tous des cas, en fait, inventés, là, inspirés de ma pratique des dernières années à l'urgence, mais il n'y a aucun cas réel, là. Ce sont des cas qui sont fictifs. Donc, il y a Monsieur A, 94 ans, qui a un niveau de soins B, pas de code, pas d'intubation, qui est à sa 4e admission à l'hôpital depuis 12 mois pour urosepsis. Puis, il vous demande lors d'une visite, pourquoi le bon Dieu l'a oublié? Depuis 2 ans, il n'y a plus de qualité de vie, puis il a bien hâte d'aller rejoindre son épouse au ciel. Ensuite, le cas de Madame B, 88 ans, niveau de soins B, pas de code, pas d'intubation, FEVG 20%, MPOC sévère, elle est hospitalisée à répétition là, pour des surcharges, des exacerbations de sa MPOC. Puis, au courant de sa 5e semaine d'hospitalisation, elle signe une demande formelle d'aide médicale à mourir. Par contre, quand on révise le dossier, elle a parlé d'AMM dès son arrivée à l'urgence, puis à plusieurs professionnels impliqués dans son dossier au courant des 5 dernières semaines. Et finalement, le cas de Monsieur C, un monsieur de 79 ans, niveau de soins D signé, une insuffisance cardiaque terminale en contexte d'amyloïdose cardiaque, qui n'est pas candidat à la greffe, qui arrive en détresse respiratoire à l'urgence, puis on n'a pas regardé le niveau de soins, fait qu'on l'a mis sous BIPAP avec de la sédation parce qu'il tente d'arracher celle-ci. Donc, je reviens à notre fameux article. Les auteurs ont fait vraiment une superbe revue de statistiques que je trouve vraiment pertinente de vous présenter. Je trouve que c'est un peu l'aspect là, qui est le plus intéressant de l'article si vous désirez aller le lire. Donc, dans les statistiques, il y a 90% des Canadiens qui meurent d'une maladie chronique avec une trajectoire qui est prévisible. Puis au Canada, il y a 17% des lits de soins aigus qui sont occupés par des patients qu'on appelle le NSA, les niveaux de soins alternatifs. Donc, les fameux patients en attente de reloc à l'étage, mais qui ont plus de conditions aiguës qui nécessitent une hospitalisation. Puis dans ces 17%-là, il y en a 40% qui en sont dans leurs 90 derniers jours de vie. Il est estimé au Canada que les Canadiens consomment 5 800 000 journées d'hospitalisation dans leur dernière année de vie. Ça, c'était une donnée pré-COVID en 2019. Dans cette année-là, il y avait eu 21 millions de journées d'hospitalisation environ. Donc, on est à un petit peu plus que le quart des journées d'hospitalisation au Canada qui sont prises par des patients qui sont dans leur dernière année de vie. Puis il y a vraiment une grosse contradiction parce que 87% des Canadiens désirent décéder à domicile, alors qu'il y en a 59% qui décèdent à l'hôpital. Puis il y a seulement 10% des Canadiens qui vont recevoir des soins palliatifs à la maison.
Les auteurs ont relevé que 75% des Canadiens qui décèdent pourraient potentiellement recevoir des soins palliatifs qui pourraient les aider là, dans leurs conditions, mais qu'ils ne les reçoivent pas. Puis, on le sait que les soins palliatifs à domicile ou en maison de soins palliatifs sont associés avec moins de visites à l'urgence puis moins d'hospitalisation au courant de la dernière année de vie. Puis, autre statistique que je trouvais très intéressante de l'article, chez 50% des Canadiens pour qui on initie les soins palliatifs, on le fait seulement dans les 22 derniers jours de vie. Donc, on le fait quand même très tard au décours de la maladie des patients d'initier les soins palliatifs. Donc, si on revient plus à la partie environnementale de l'article, donc les auteurs ont estimé que les hospitalisations dans la dernière année de vie au Canada représentaient entre 175 000 et 263 000 tonnes de CO2 équivalent. Puis, ils ont estimé que si on augmentait de 50% la quantité de Canadiens qui reçoivent des soins palliatifs à domicile plutôt que des soins palliatifs intra-hospitaliers, on aurait une réduction potentielle de 16 000 à 25 000 tonnes de CO2. Dr Notebat en a parlé dans sa présentation. La polypharmacie, c'est responsable d'une grande partie des émissions de GES. Puis on le sait que plus les patients vieillissent, puis plus on approche de la fin de vie, souvent il y a beaucoup de médications qui sont plus pertinentes. Les auteurs ont estimé que si on réduisait de 10% la médication non pertinente qui est prescrite dans la dernière année de vie des patients, on pourrait économiser près de 500 000 tonnes de CO2. Pourquoi l'ordre de grandeur est si différent qu'avec les hospitalisations? C'est que là, ça inclut la médication que les patients vont prendre à la maison. Puis ça inclut tous les patients au Canada. C'est pas tout le monde qui va être hospitalisé. Puis quand les gens sont hospitalisés, ben, c'est souvent sur une plus courte durée. Donc, ça explique vraiment la différence de l'ordre de grandeur. Donc, les auteurs, dans leur discussion, ben, ils nous suggèrent de repenser la façon dont on aborde la fin de vie dans notre système de soins. Suggèrent de mettre des efforts sur le maintien à domicile, puis les soins de fin de vie à domicile, d'encourager la déprescription chez la population gériatrique, de discuter de niveau de soins avec les patients et bien entendu de respecter ces fameux niveaux de soins. Mes réflexions personnelles, bien évidemment, là, on n'arrête pas de soigner pour des raisons écologiques. C'est pas ça le but de la présentation. Par contre, en respectant l'autonomie puis les soins de nos patients, peut-être qu'on pourrait éviter de gaspiller des ressources à la fois monétaires, écologiques et humaines. On est beaucoup dans une culture de guérir. On apprend à l'école comment traiter telle maladie, comment traiter tel patient, on fait de la médecine d'urgence, on veut intuber tout le monde. Mais je pense qu'il y a un moment dans la trajectoire de soins des patients où est-ce on doit vraiment faire un changement de paradigme. Puis c'est important qu'on accompagne bien nos patients vers la mort parce que de toute façon, ça fait partie de la vie. Puis celle-ci va être inévitable à un moment donné. Les obstacles. Bien évidemment, c'est sûr qu'on peut avoir pas de plainte, de poursuite. Il y a des familles qui sont parfois difficiles. Je trouve que le principal obstacle, en fait, c'est souvent qu'on a des pronostics qui peuvent être difficiles à déterminer. J'ai consciemment pas mis de patients avec des cancers dans mes vignettes cliniques. Souvent, un cancer, c'est très concret pour le patient, c'est très concret pour la famille et pour le clinicien, on a un pronostic. Par contre, justement, patient de 94 ans, 5e hospitalisation pour infection respiratoire, c'est plus difficile de pronostiquer ce patient-là. Puis, c'est peut-être plus abstrait à la fois pour nous et pour les patients que ces patients-là sont en fin de vie. Je me questionne beaucoup sur une certaine inéquité générationnelle actuellement. On a beaucoup de nos ressources sont drainées par les hôpitaux. On est très hospitalo-centriste au Québec. On utilise vraiment, vraiment beaucoup de ressources pour les patients qui sont en fin de vie. Des fois, pour leur offrir des soins qu'ils ne veulent pas nécessairement. Est-ce que de faire des IRM à des patients qui ont un niveau de soins C, c'est pertinent? L'autre jour, j'avais une salle de réanimation dans mon urgence à 4 patients qui avaient tous plus de 90 ans. Puis là, j'avais un 40 ans choc septique. J'avais l'impression qu'elle allait me coder d'en face, puis j'avais pas de place pour le mettre. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut absolument se poser actuellement. On a beaucoup parlé de Santé Québec ce soir. Santé Québec, qui cherche à diminuer les coûts, voilà une belle opportunité. Si on investissait peut-être en soins à domicile, soins palliatifs à domicile, possiblement qu'on réduirait les coûts qui sont liés à nos hôpitaux. Donc, le mot de la fin, écoutez vos patients, ouvrez la porte aux soins de confort. C'est pas toujours eux qui vont le faire, c'est pas toujours les familles qui vont le faire. Respectez les niveaux d'intervention. Je pense que notre système de soins arrive à une croisée des chemins. Puis, il est possible de prendre vraiment des décisions au quotidien qui respectent les volontés de nos patients, tout en rendant notre système un peu plus efficient et plus vert. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Burel.
Donc, juste en attendant les questions, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps, puis désolé de ça, les présentateurs ont tous bien respecté leur temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, ce qui est une bonne nouvelle. Désolé à ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre à des questions pour les autres présentations. On va prendre une note pour la prochaine édition et s'ajuster pour avoir plus de temps pour les questions. Je vais vous parler, vous montrer le lien pour l'évaluation que vous pouvez faire. Vous devez voir mon écran en ce moment. Euh, Dans le fond, vous avez toujours le formulaire de présence là, qui est le code QR en haut à droite là, qui est à remplir pour avoir vos crédits. Pour l'évaluation, c'est le code QR qui est en bas. Il faut aller sur le site là, qui est là puis rentrer le code d'activité qui est écrit à l'écran 94421. Et c'est important de remplir le questionnaire d'évaluation pour avoir accès au crédit. Et également, comme on a dit, c'était une première édition. On veut en refaire d'autres, on veut s'améliorer, on veut répondre à vos besoins. Donc, de cocher, mais également de mettre des commentaires sur ce que vous aimeriez comme amélioration et également quel sujet vous aimeriez entendre parler. Ça va beaucoup nous aider à prévoir les prochaines éditions. Et pour la manière d'avoir vos crédits, si vous êtes de la FMOQ, donc un omnipraticien, les crédits vont être ajoutés directement sur votre compte de la FMOQ. Si vous êtes de la FMSQ, il faut seulement vous créer un compte de la FMOQ puis vous avoir accès aux crédits directement. Si vous êtes un autre professionnel, donc un non-médecin, ce qu'il faut faire et que vous voulez avoir accès au crédit, il faut vous créer un compte de la FMOQ. Une fois que vous allez avoir votre compte, il faut nous envoyer votre numéro de compte et par la suite, la FMOQ va déposer une attestation sur votre compte FMOQ que vous pourrez envoyer par la suite à votre association. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a moyen d'avoir accès au crédit pour vous aussi si vous le désirez. Donc, je n'ai pas de questions actuellement. Donc, ça va être ce qui va clore la soirée d'aujourd'hui. Un gros merci à nos présentateurs. C'était vraiment une excellente présentation. On va refaire ça dans le futur. Au plaisir de vous revoir pour continuer à accélérer la transition vers des soins éco-responsables au Québec, une formation à la fois. Allez sauver le monde. Bonne soirée.